Bonsoir. Ça marche? Ça marche pour vous aussi? 1, 2, ouais. Voilà. Oui. Voilà. Merci d'être venu ce soir. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Jean-Pierre Lefebvre, donc, qui est, entre autres, traducteur du Capital, mais aussi, je l'ai noté dans l'entretien, le grand entretien que publie l'Humanité aujourd'hui, hein, que vous pouvez trouver en ligne ou trouver sous version papier encore tout ce week-end, hein, donc qui est professeur émérite de littérature allemande à l'école normale, qui est l'auteur de Hegel et la société, avec Pierre Macheret, et de Goethe, mode d'emploi, chez Belin en 2000, donc qui est traducteur de Freud, qui est traducteur de Hegel, qui est traducteur de Marx, mais aussi de Brecht, de Hölderlin, Paul Celan, Rilke et de Kafka. Hein. Donc on attend, là on attend vos traductions de Kafka. Voilà. Donc qui a retravaillé à la traduction de 83, qui avait été publiée en 83 à l'occasion du centenaire de la mort, de la commémoration du centenaire de la mort de Marx, aux éditions sociales. Donc il y a toute une histoire, on va revenir dessus dans le détail, et qui a été réédité l'année dernière, c'est ça, en 2016, aux éditions sociales. Alors, il est là, vous pouvez le trouver là-haut. Et nous accueillons en outre, alors au départ c'était Alix Bouffard, qui est une collaboratrice, hein, puisque c'est un travail à trois mains, donc qui ne pouvait pas venir ce soir parce qu'elle était prise par d'autres obligations, comme on dit. Donc nous accueillons Guillaume Fondu, hein, qui donc a coopéré à l'écriture d'un petit essai, hein, sur les éditions françaises du Capital, dans ce petit livre, hein, qui est publié aux collections Les Parallèles des éditions sociales. Donc dans le cadre, c'est Marx 2018, hein, donc c'était cette année, mais il y a toute une année Marx qui s'est engagé, hein, qui est un texte qui s'accompagne du texte de Michael Heinrich, Le Capital d'après la méga, c'est-à-dire l'œuvre complète, hein, ce qu'est le Capital de Marx. Alors voilà pour les présentations des livres. Peut-être aussi, puisqu'il y a une nouveauté là qui vient toujours aux collections Les Parallèles, aux éditions sociales, hein, Devant la Révolution de 17, hein, qui vient de sortir. C'est à 4 jours. Hein, alors, on va commencer tout de suite. Hein, on va être 2 heures ensemble. Ce que je vous propose, c'est d'écouter nos invités pendant 1h30. Après, vous aurez le loisir de leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, la première question que je lance abruptement, pourquoi rééditer, outre le fait qu'il y a un anniversaire, pourquoi rééditer Marx aujourd'hui et dans quelle perspective? Alors, ils ont été préparés normalement, hein, chauffés à blanc, etc. Ils ont tout dit en fait tout à l'heure. Pourquoi rééditer Marx aujourd'hui? Guillaume? L'honneur est à vous. Oui, ça sera vite répondu, parce que la réédition, il faut dire les choses clairement, c'est l'esprit du temps. On dit les choses clairement, c'est une conjoncture éditoriale, c'est-à-dire que c'est une maison d'édition qui refait un peu surface, les éditions sociales, après avoir disparu de la scène éditoriale pour des raisons politiques, puisque c'était une maison qui était très liée au Parti communiste français, et qui, sur un mode autonome cette fois, refait surface et donc publie des livres nouveaux, dont on a parlé, et dont Guillaume Fondu peut parler, et puis qui publie des livres du fond. Et dans le fond, il y a, c'est dans tous les sens du terme fond, il y a Marx, et il y a une relance des traductions de Marx qui avait commencé dans les années 70, puis qui s'est achevée en 83 au moment de l'anniversaire de la mort
Marx et qui avait donné lieu à des traductions de Marx qui étaient déjà en rupture avec la tradition et qui sont reprises. Et dans le cadre de cette reprise, j'avais, profité des relations que j'avais conservées avec cette maison d'édition pour dire que ça serait peut-être intéressant de profiter de la circonstance pour revenir sur le texte, car quand nous avions fait cette nouvelle traduction du Capital après la traduction historique qui datait des années 1870, donc 100 ans après, nous avions pratiqué un certain nombre de modifications qui, dans le contexte politique de l'époque, et en particulier la surdétermination communiste de ce qui s'écrivait, avait dû s'en tenir à quelques modifications sans tout chambouler. Et donc, le temps étant passé, un paquet de textes étant paru, la réflexion s'étant développée sur tout, sur les livres, mais aussi sur l'histoire, et bien sûr sur l'histoire la plus récente. Donc il apparaissait non seulement opportun, mais intéressant et même nécessaire d'une certaine manière de continuer le travail, de le reprendre là où il avait été abandonné, et de mener à son terme la révision de ce texte qui a joué un certain rôle dans l'histoire mondiale. Quoi qu'on en dise, hein, il a inspiré des gens qui ont joué un rôle important dans l'histoire, et non seulement des gens, mais des groupes sociaux, des mouvements. Voilà. Il suffit d'ouvrir Le Monde, par exemple, le journal Le Monde, assez souvent pour retrouver ce mot Marx, qui est un joli mot fétiche, comme ça, qui ouvre des tas de perspectives, qui est parfois traité de manière adversative, mais enfin, pour se dire que cette histoire-là n'est pas terminée et que l'effort qui avait été fait de bien comprendre ce qu'il avait voulu dire et de bien le communiquer dans une traduction mérite d'être poursuivi. Voilà. Et disons la conjoncture générale dans laquelle nous sommes, nous sommes aujourd'hui le vendredi noir. Alors le vendredi noir est une projection d'une tradition américaine de soldes qui ont lieu un vendredi de l'automne, qui est évidemment une machine à vendre, et donc qui exhibe de manière... sur mon portable, sur mon téléphone portable, j'ai reçu 10 publicités pour le vendredi noir de tout le monde, de Orange, de Boulanger, de Leroy Merlin, tout le monde veut profiter du vendredi noir. Eh bien, le vendredi noir est celui où nous parlons de Marx ici à Lille. Voilà. Ça aurait pu être pire parce que les Américains bénissent les dindes. Voilà, officiellement, ils bénissent les dindes pour... Bon, laissons-les bénir leurs dindes, mais nous, penchons-nous sur le fond de la question. Il est clair que nous vivons dans un univers, il suffit de traverser les rues de Lille que je n'avais pas vues depuis des décennies pour se rendre compte que l'envahissement marchand est toujours là, et la question se pose devant chaque étalage: où ceci a-t-il été fabriqué, comment, par qui, combien ont été payés les gens qui ont fabriqué telle chaussure, tel manteau, etc. etc. Bon, toutes ces questions-là sont toujours actuelles, et donc ça vaut toujours le coup de travailler ce livre-là, qui s'est penché avec pas mal de pertinence et au terme d'un effort considérable sur cette question. Je dis ça depuis, non pas une mauvaise conscience, mais depuis le constat que depuis 1983, pour ma part, j'ai fait tout autre chose que travailler sur Marx, et que je suis plongé actuellement dans Kafka depuis plusieurs années, après avoir séjourné d'autres années chez Freud, etc. Mais je pense que tout ça m'a apporté des lumières et des réflexes qui peuvent être utiles pour faire un travail de
correction. Donc on en parlera tout à l'heure, mais je réponds là uniquement à la question pourquoi revenir sur ce livre maintenant. Voilà. Je vous rends la parole, monsieur. Mais pourquoi revenir sur ce livre alors, qui est central? On a fêté cette année, puisque ça a été la première édition, c'est 1867. On a fêté les 150 ans de la première édition du Capital, mais il y a un retour. Bon, je posais une question un peu plus générale, hein. Il y avait le Capital, bien sûr, mais il y a un retour, notamment, peut-être Guillaume va nous en parler, il y a un retour des programmes d'édition, etc. Et entre 83 et aujourd'hui, il y a aussi eu une période où Marx était complètement sous le tapis. Les éditions de Marx... moi, je me rappelle, quand j'ai fait ma maîtrise sur Marx, on n'était pas nombreux. Allant dans la bibliothèque de l'île 3, il n'y avait pas grand monde qui lisait Marx à cette époque-là. C'était la grande période de la fin de l'histoire, etc. Apparemment, tout ça, on en est revenu. Il s'est passé quelque chose dans les années 2000. Il s'est passé notamment en 2008. Alors voilà, je pose la question sous l'angle plus général. Pourquoi? Et alors, il y a le travail de la Méga, etc. Guillaume qui donc travaille à l'édition, à la grande édition dans la GEM, hein, donc on dit la grande édition Marx Engels, qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Et donc pourquoi il y a ce retour des textes de Marx, évidemment dans le contexte qui nous concerne. Oui, alors de manière très anecdotique, tout d'abord, il y a eu en 2014, donc il y a maintenant 3-4 ans, la mise de Marx au programme de l'agrégation de philo. Et alors c'est assez anecdotique, mais ça a révélé un fait, c'est effectivement que l'édition de Marx se portait pas très bien, puisque parmi les textes au programme, il y en avait un qui était tout simplement indisponible, autrement que dans l'édition de la Pléiade, ce qui posait un petit souci. Ça, c'est pour le caractère, disons, anecdotique de la chose. Mettre Marx au programme de l'agrégation de philo, tout en se rendant compte qu'en fait, il n'existe pas de texte disponible en librairie. L'autre aspect, me semble-t-il, c'est qu'effectivement, après la décennie, disons, des années 90, où Marx avait été mis sous le tapis par tout un tas de gens, quelque chose s'est un peu réveillé, alors dans le monde social, bien entendu, mais aussi dans le monde universitaire, avec une génération qui est à peu près la mienne, disons, où nous avons connu des luttes universitaires, on a un peu milité pour ça, etc. Et s'est posé la question à un moment de savoir sur quoi est-ce qu'on pouvait travailler, quels étaient les potentiels liens entre ce qu'on faisait à l'université, ce qu'on faisait dans les mouvements sociaux, etc. Et c'est là que la question de Marx s'est posée, et c'est là qu'on est un certain nombre, donc avec Alix qui prie d'excuser son absence ce soir, et avec d'autres, on a commencé ensemble à travailler sur Marx, et que le lien s'est fait avec la grande édition Marx Engels, qui était effectivement une tentative de réédition de Marx, qui avait commencé par la critique du programme de Gotha et par un chapitre inédit du Capital, mais qui battait un petit peu de l'aile, parce qu'en fait c'est relativement compliqué de faire vivre une maison d'édition et un projet éditorial qui repose plus ou moins exclusivement sur le bénévolat, donc qui battait un peu de l'aile. Et c'est là que le croisement de ces deux phénomènes-là, c'est-à-dire une décennie universitaire marquée par un certain nombre, enfin une demi-décennie universitaire, disons, marquée par un certain nombre de luttes, et le fait que Marx soit au programme de l'agrégation a permis la rencontre entre nous d'une part, disons, les éditions sociales d'autre part, et que la question de la retraduction et de la réédition s'est posée. Donc notamment de l'idéologie allemande, de la contribution à la critique de l'économie politique, le tout dans un contexte effectivement de renouveau éditorial allemand de Marx, puisque l'idée de la GEM, du fait de et des éditions sociales, du fait de leur séparation à l'amiable, mais avec le Parti communiste, était l'idée d'éditer un Marx qui soit un Marx, disons, scientifiquement impeccable, qui soit pas en prise sur les polémiques politiques du moment, et qui pour cela se base sur ce qu'on appelle la Marx-Engels-Gesamtausgabe, la méga faite par les Allemands, qui prétend éditer des textes de Marx de manière tout à fait philologiquement impeccable, selon les manuscrits, dans l'ordre de parution, etc., etc. Et c'est sur ce travail-là que l'on s'est basé pour constituer la GEM. De manière générale, ce qu'on peut dire, il me semble, c'est que l'édition de Marx, en tout cas en France,
chaque fois, c'est posé dans des contextes politiques qui étaient cruciaux. Les différentes entreprises d'édition de Marx, au départ plutôt des textes politiques, ensuite l'édition Coste, qui était liée à la SFIO, ensuite les éditions sociales avec le Parti communiste, ensuite un certain nombre de groupes trotskistes qui éditent des textes Marx, etc. À chaque fois, Marx a servi, disons, de référent dans des batailles qui étaient des batailles politiques. Et disons, nous, le but du jeu, c'est de se situer un petit peu en deçà de cela. C'est-à-dire de dire, notre travail, c'est un travail éditorial, les gens en feront ce qu'ils veulent, mais le but du jeu, c'est de donner à lire Marx tel qu'il a écrit, et de faire en sorte qu'il soit le plus compréhensible possible, ce qui n'est pas évident, encore une fois, peut-être qu'on y reviendra, lorsqu'on se penche sur les différentes éditions françaises, mais pas seulement françaises, allemandes, ou plutôt soviétiques, puisque le travail éditorial avant la Méga se faisait pour l'essentiel à Moscou. Donc toutes ces éditions-là étaient, disons, liées à des enjeux politiques qui faisaient que le Marx qui était édité n'était pas un Marx tout nu, quoi, pour le coup. Mais alors, voilà, tu l'évoquais, là, ce contexte international entre l'Allemagne, l'Union soviétique, etc. On en a parlé tout à l'heure en off, parce qu'il y a quand même comment dire, un enjeu d'histoire. On l'évoquait, peut-être, on va revenir dessus, tout à l'heure entre nous, qu'il y a eu une course-poursuite autour des archives Marx, et notamment le gentil national-socialiste qui avait pu rêver à un moment de mettre la main dessus pour la liquider. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette histoire, pour ainsi dire, cette préhistoire de la question de l'édition de Marx, généralement, pas forcément trop longuement, mais pour donner peut-être une idée un petit peu des enjeux qui ont pu être attachés à cette question. Oui, bon, les nazis, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ont toujours été intéressés par la philologie, se sont toujours jetés sur les fonds d'archives, que ce soit ceux des écrivains. Ils ont beaucoup traqué Freud, ils ont essayé de mettre la main sur les textes. Et quand ils sont arrivés au pouvoir en 1933, là c'était à Vienne, mais quand ils sont arrivés au pouvoir en 1933 en Allemagne, ils ont voulu immédiatement mettre la main sur les archives de la SPD, donc des socialistes allemands, qui possédaient tous les papiers laissés par Marx et Engels après la mort d'Engels. Voilà. Et ces papiers avaient été mis en sûreté. Ils ont commencé une grande promenade à travers l'Europe, qui est d'ailleurs passé par l'École normale supérieure à un moment, grâce à Léon Blum, qui avait persuadé la direction d'accorder une salle pour les entreposer. Et puis, de fil en aiguille, ils ont abouti dans les caves d'une banque néerlandaise, où ils ont été mis à l'abri et attendu que la guerre se termine pour refaire surface. Alors, dans cette pérégrination, les papiers ont subi quelques pertes, si bien que les philologues en charge de ces papiers à Amsterdam étaient quand même en quête de ce qui avait été perdu. Et ce qui avait été perdu avait, dès les années 20, été d'une certaine manière sauvé sous la forme de clichés, de photographies faites par les soviétiques qui avaient décidé d'éditer les œuvres de Marx Engels. Et donc, il s'est créé une espèce de double fond après la guerre. Il y avait les papiers à Amsterdam. C'était des caisses avec des manuscrits empilés, difficilement lisibles, parce que Marx avait une écriture vraiment difficilement lisible. Donc, personne ne s'en occupait. Et puis, ce qu'il y avait dans les archives soviétiques qui avait été exploité jusqu'au tome de la grande édition dite Méga numéro 1, bien nommée, qui avait exploité ces documents prêtés par le SPD, par les socialistes allemands, et qui ensuite avaient dormi eux aussi dans les caves de l'Institut Marx Engels à Moscou sous la forme de clichés.
tout ça a permis j'accélère, hein, mais tout ça a permis de constituer une espèce de communauté bizarre faite d'un univers social-démocrate à cheval sur un fond manuscrit, et puis les soviétiques qui avaient les leurs et qui, par force, peut-être par affinité profonde aussi, avaient été obligés de collaborer. Et après l'effondrement du régime et du système d'organisation de la société soviétique, ces deux univers se sont retrouvés pour lancer un nouveau programme sur la base duquel fonctionne ce dont a parlé Guillaume, c'est-à-dire le projet d'éditer enfin les œuvres, les manuscrits. Justement, ce ne sont pas des œuvres, bien souvent ce ne sont que des manuscrits, des cahiers de travail de Marx et d'Engels, et ce dans un esprit nouveau, qui est celui de sortir de la période où on avait sanctifié un certain nombre de paquets de manuscrits pour en faire des œuvres de référence, comme si elles avaient été écrites sous cette forme, définitivement rédigées, comme des livres, ce qui n'était pas le cas. Mais c'était le symptôme, en quelque sorte, d'une période de l'histoire dans laquelle on avait eu besoin de l'appui des livres pour soutenir un certain nombre de thèses avec l'autorité, en quelque sorte, de livres achevés, de pensées estimées, constituées, et donc utilisables pour autrui. Voilà, c'est dans cette phase-là que, paradoxalement, dans une période plutôt placée sous le signe de la ruine de cette utopie socialiste, communiste et autres, et qui exhibant le triomphe, comme en ce vendredi noir d'aujourd'hui, le triomphe de la marchandise et de ceux qui la produisent et qui en vivent grassement, eh bien, se présente comme praticable, beaucoup plus libre intellectuellement que jadis, l'hypothèse de remettre à disposition du public des livres conformes à l'éthique éditoriale qui puise sa tradition, pas seulement dans l'économie politique, mais aussi dans la littérature et dans la théologie, et dans tous les domaines où les gens ont écrit. Voilà. Et donc on en est là. C'est une situation un peu bizarre, parce qu'on se dit que voilà, des livres qui sont considérés et vilipendés. Être vilipendé, c'est utile, mais être simplement considéré comme de vieux rossignols, finalement, c'est pas très marchand. Et donc, malgré tout, cette maison d'édition s'est lancée dans ce projet en se disant que ça pouvait avoir une utilité, donc des lecteurs, et que ça rendrait peut-être les gens intelligents sur ce qui se passe, non seulement sur ce qui se passe, mais aussi sur le passé qui précède ce présent où les choses se passent, c'est-à-dire un passé qui pèse lourdement sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et qui a été fait, entre autres, de ces usages-là, de ces révolutionnaires, Marx, Engels et d'autres, hein, il n'y a pas que. On en édite d'autres, d'ailleurs, aussi. Il y a une littérature de la révolution, de la réforme, du changement, de l'utopie, etc., qui perdure, qui survit. Il n'a pas été asphyxié par l'air du temps, par l'esprit du temps. Et voilà. Et donc, c'est un peu avec cette conviction-là que tant des gens comme Guillaume, qui n'est pas de la même génération que la mienne, mais nous disons, ça vaut la peine de s'y mettre, de remettre son nez là-dedans. C'est pas toujours une littérature facile, mais on se dit, voilà, ça vaut le coup. Et donc, voilà, on s'y est mis. Quand les éditions sociales ont republié la traduction du Capital, qui était passé entre les mains des presses universitaires de France pendant tout le temps de latence, voilà, je leur ai dit ce que je n'avais pas pu faire pour les Grundrisse parce qu'ils étaient trop pressés et je n'avais pas eu le temps de le faire. Je l'ai fait sur le Capital. Et je
pense que ça vaudrait la peine de continuer pour les autres. Mais en même temps, ça s'est accompagné dans la périphérie du travail, ça s'est accompagné du bénéfice du travail qui a été fait, notamment en Allemagne, par des philologues du marxisme, par des gens qui ont travaillé là-dessus, de toute une série d'avancées. C'est un travail qui a été productif et qui a beaucoup contribué à construire ce sentiment de liberté vis-à-vis du texte. On le prend comme il est. Et en particulier, il y a un certain nombre de mythes qui ont été stabilisés dans toute la période où on avait besoin d'une espèce de Bible des 70, comme ça, dont on pouvait se servir, et qui aujourd'hui sont entrés dans une phase beaucoup plus problématique, dialectique et historique. Et donc, par exemple, la notion marxiste considérée comme talmudiquement avérée par des siècles de lecture de baisse tendancielle du taux de profit, eh bien, il apparaît maintenant clairement que c'était un concept provisoire chez Marx et auquel, finalement, il avait plus ou moins fini par conclure qu'il fallait en finir avec cette notion, qu'elle était beaucoup trop problématique, beaucoup trop incertaine pour expliquer les crises cycliques, qui d'ailleurs ne devenaient pas si cycliques que ça, etc. Et donc qu'on pouvait, qu'il valait mieux ne plus s'en réclamer. Donc il y a un climat, c'est le paradoxe un peu de l'avancement de l'histoire, c'est quelquefois dans des phases de creux, où on a l'impression que c'est fini, qu'en fait ça recommence. Voilà. Quand c'est fini, ni ni ni, dit la chanson, ça recommence. Voilà. Eh bien, c'est pareil pour lui. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre de notions qui sont passées au rouleau compresseur et de l'histoire réelle et de la réflexion des intellectuels qui se sont penchés sur la question, qui sont très nombreux en Allemagne. Quand tu disais Marx était un peu mort. Hein. Mais en fait, moi je pense que, premièrement, Marx, il s'était installé anonymement chez des tas de gens. Par exemple, chez les anthropologues français qui travaillaient sur la Grèce, qui travaillaient sur d'autres trucs, etc. On se disait, tiens, j'ai déjà entendu cette chanson-là quelque part. Et oui, c'était là, c'était chez Marx, mais évidemment, on n'en parlait plus. Mais voilà, donc il n'avait pas besoin de vivre sous son nom pour vivre quand même. Donc il était, comme tu dis, sous le tapis, mais le tapis, c'est quand même quelque chose sous quoi on marche, sur quoi on marche. Voilà. Et donc, je ne sais pas s'il vivra éternellement. De toute façon, nous non plus, et ça n'a pas trop d'importance. L'essentiel, c'est le temps qui vient, quoi, immédiatement. Voilà. Juste sur la préhistoire et la fixation du canon, ce qu'il faut, en fait, je ne sais pas si c'est très clair, du coup, parce qu'on parle de mégas sans cesse, etc. Il y a 2 mégas. Une première qui avait été lancée par les soviétiques dans les années 20, qui a été rapidement mise de côté lorsque le directeur de cette méga, qui visait justement à éditer les textes de Marx dans leur nudité, sans qu'il s'agisse de fixer un quelconque canon, à savoir David Ryazanov, a été liquidé, disons, ou purgé en 1930. Et ensuite s'est installé l'usage de Marx tel qu'on l'a connu jusque très, très récemment, qui est justement la fixation d'un canon, qui est la fixation de ce qu'on a appelé les MEV, les Marx-Engels-Werke, qui étaient faites à Moscou. Et c'est dans les années 70, effectivement, qu'une seconde méga a revu le jour. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, la question de l'édition des textes de Marx doit être resituée dans un contexte qui est toujours un contexte politique. Et si les soviétiques ont purgé Ryazanov, c'est pour tout un tas de raisons qui n'ont pas forcément trait exclusivement qu'à l'édition des œuvres de Marx, mais en tout cas il s'avère qu'à partir de 1930, le projet tout simplement d'éditer Marx tel qu'il a écrit a été purement et simplement abandonné et a été remplacé par effectivement la fixation d'un canon à l'image des canons religieux. Et ça n'est que plus tard que tout cela
repris. En même temps, c'est encore plus ancien que ça, puisque dès le lendemain de la mort de Engels, il y a cette problématique autour de la préface ou de l'introduction aux luttes de classe en France, qui apparaît immédiatement comme une espèce de testament politique d'Engels, texte qui a été qui a été tronqué. Oui. Hein, c'est quand même intéressant ça. Il y a aussi ensuite, 10 ans après, ce qu'on appelle la querelle du révisionnisme, ce que vous évoquiez tout à l'heure, soit après la guerre, soit avant la guerre. Bon, il y a quand même constamment, il y a une histoire conflictuelle autour de ces textes et de ce qu'ils sont dans leur intégrité. Typiquement, cette préface d'Engels. C'est-à-dire que c'est découpé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui ressemble à un rapport effectivement religieux, enfin dévot au texte, et en même temps des efforts qui ont été faits au cours de l'histoire du socialisme dans le sens d'une censure de ces textes et évidemment d'une contre-censure. Oui, mais la censure, comme dit Brecht, la censure est un hommage au texte. C'est-à-dire que quand on coupe les phrases d'un texte, quand on mutile un texte, c'est qu'on se disait que ce texte, finalement, méritait d'être mutilé. Et méritait d'être mutilé parce qu'il avait une puissance d'action, d'efficace qu'il faut combattre. Ça, c'est un très beau texte de Brecht sur les censures de ses films, des films auxquels il a participé. Et il était très heureux que la commission de censure ait évidemment pratiqué des coupes dans son film, parce qu'il se disait, au moins, voilà, des gens qui m'ont mieux compris que la critique. Et donc, on a affaire avec l'histoire du socialisme naissant, on a affaire à un mouvement dans l'histoire de l'humanité où il y a une référence au livre. C'est quelque chose qui commence quand les livres existent, et puis qui vit très très longtemps. Et bon, il se peut qu'on soit entré depuis quelque temps dans une période où la référence au livre en tant que codex, en tant que cette période soit en phase terminale et susceptible d'être remplacée par d'autres types de références fondant des communautés. Mais pour l'instant, on y est encore, les éditeurs existent, les livres sont édités, il y a des querelles autour des livres, enfin le livre n'a pas disparu, même si les religions du livre se divisent, s'éparpillent, etc., le livre demeure, et donc même les opérations qui ont été pratiquées sur les textes des uns et des autres, y compris d'Engels, comme vous signaliez, sont autant de symptômes de cette importance de la chose écrite comme élément constitutif du dialogue au sein d'une communauté d'individus liés par des intérêts communs, des affects communs et le sentiment d'appartenir à une même partie de la société. Voilà, donc c'est un peu le paradoxe aussi, bien sûr, même si les livres ont souffert, ils ont été mutilés, etc. Mais bon, dans l'histoire, ils continuent d'être là. C'est vrai dans le domaine religieux, bien sûr. Les Anglais ont lancé, il y a quelque temps, ils avaient lancé un programme de réécriture de la Bible où ils avaient confié la traduction à des écrivains pour voir ce que ça donnait. Bon, ce sont des hypothèses... mais qu'il faut prendre au sérieux, quoi, qui signifie quelque chose. Et il y a encore des journaux. En Allemagne, il y en a beaucoup plus qu'en France. Ils sont beaucoup plus lus, plus longs, etc. En Angleterre aussi. Et la chose écrite continue d'être un lien social. C'est pour ça que... sans être installé dans un usage religieux du livre, il y a quelque chose qui est quand même fondé dans la notion de confiance. C'est pour ça qu'il y avait des enjeux. Et bon, il y a eu une période historique qui s'est
on pourra dire mal terminé, en ce sens que un univers de la planète qui s'était appuyé sur ses livres pour penser son développement et sa société semble avoir abandonné cette référence, mais cette référence a produit, a cimenté la communauté intellectuelle d'un pays qui, malgré tous ses défauts et tous ses crimes, dans une période historique X, qui était le XXe siècle, a vu les colonies disparaître. Et autre chose venir à la place qui n'est pas forcément mieux. Je ne sais pas ce qui se passe exactement au Burkina Faso en ce moment, mais enfin, me dit, voilà, tout ça sont des choses qui étaient impensables avant, et dans lesquelles ce siècle d'expérience sociale, de révolution, de conflit, etc., a joué un rôle. Voilà, tout ça, on a quand même l'impression, sinon on se dirait, quand j'étais passé 10 ans sur Freud, à retraduire Freud, à aller voir les psys un peu partout, à faire le tour de toutes les communautés psychanalytiques et défendre mes traductions et voir ce que ça donne, je me disais aussi, il y a une utilité, il y a quelque chose qui cimente des pratiques sociales communes, une vie meilleure devant ce qui arrive que celle qui nous laisse quoi et muets et désarmés. Et c'est pareil, pourquoi faire ça pendant 10 ans pour un bénéfice financier archi-modeste, hein. Donc pourquoi le faire? Parce que on se dit, ça, voilà, ça contribue à une vie meilleure. Et donc, voilà, dans le cas du Capital, c'est clair que c'est plein de défauts, ce bouquin. Hein. Il y a plein de trucs lourds qu'on peut estimer inutiles, des répétitions, et des aspects qui sont dépassés, peut-être. Et en même temps, il y a un noyau. Il y a un noyau très fort, très utile, qui a cimenté les pratiques de résistance à l'exploitation pendant des décennies et des décennies en Europe, qui a donné confiance aux syndicalistes qui se battaient pour qu'on donne 2 minutes de plus pour pisser aux ouvriers dans telle entreprise, et des détails de cette nature aussi infime, hein, mais qui ont fait partie de la lutte, et qui se sont appuyés sur ce qu'ils avaient compris ou cru comprendre de la description de la journée de travail telle qu'elle avait été faite dans ce livre, et dans aucun autre. Hein, et dans aucun autre, avec cette acribie dans l'analyse et cette finalité qui est d'en sortir. Voilà. Donc l'argument n'est pas uniquement éditorial, hein, mais je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Oui, bah, et pour ajouter là-dessus, c'est vrai que Marx est le symbole de ce ciment de résistance-là. Et je ne sais pas si c'est justifié ou non, mais en tout cas, il continue à l'être. Et d'autant plus, paradoxalement, qu'il est chargé par ce que le XXe siècle lui a imputé. Et ça, c'est encore intéressant aujourd'hui. L'un des ressorts idéologiques de l'époque, c'est de dresser des liens entre Marx, Lénine, Staline, Mao, Pol Pot, etc. et de verser ça dans une espèce de vaste délire prométhéen qui se serait forcément soldé par des crimes, par des meurtres de masse, etc. Et je pense qu'il est effectivement important de retrouver le souffle positif qu'a la référence de Marx, et le fait qu'effectivement il est lié à des expériences qui sont des expériences d'émancipation, qui sont des expériences de lutte, qui sont des expériences réelles, et que le nom propre de Marx et tous les livres que l'on trouve écrits sous sa plume, effectivement cristallisent un peu ça et font exister quelque chose qui effectivement a assez peu d'équivalent dans le monde intellectuel. Il y a peu de noms propres qui portent, alors peut-être Freud effectivement, mais il y a peu de noms propres qui portent comme ça une espèce qui véhicule des affects, des prénotions, une histoire, etc. Tout un monde historique qui s'ouvre lorsqu'on ouvre les pages du Capital. Et ça, je pense qu'effectivement c'est important
de redonner un petit peu ce souffle historique-là, alors en passant notamment par l'édition et la traduction de ce genre de texte. Et notamment, et a fortiori, pardon, je terminerai là-dessus, pour une génération comme la mienne qui connaît cette histoire que de manière que de seconde main. Voilà. Enfin, c'est ce texte du Capital. Voilà, on s'est rebranché sur le Capital un petit peu, on s'est reconcentré sur le Capital mais c'est le seul livre qui ressemble au livre du nom de la rose. C'était le fameux second tome de la poétique d'Aristote, que je sache aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fait tant de bruit autour de lui. Peut-être dans d'autres contextes culturels ou idéologiques, on pourrait mettre aussi l'origine des espèces. On a fait un papier récemment dans l'UMA sur le fait que la Turquie, Istanbul c'est juste à côté, allait interdire l'apprentissage de la théorie de l'évolution dans le secondaire. Enfin, c'est programmé apparemment pour l'année prochaine. Ceci dans une relative indifférence en Europe, comment on dit, dans le monde occidental. Mais bon, dans notre contexte à nous, ce livre un peu bizarre, le livre peut-être la métaphore, je ne sais pas si Umberto Eco visait le Capital ou Aristote, à proprement parler, parce que comme métaphore, je ne vois que ce texte-là qui a fait tant de bruit sans qu'on le connaisse. Oui, sauf que celui-là, on l'a, alors que l'autre, voilà, il fallait trouver. Et d'ailleurs, il y a de l'Aristote chez Marx aussi. Hein. Bon, mais c'est un livre poursuivi, persécuté, dénigré, auquel, bon, c'est clair qu'il y a cet adjectif péjoratif, marxiste, enfin, il y a toutes ces choses qui sont assez bien connues, qui n'ont pas du tout disparu du discours polémique ambiant. Hein. Marx sert assez souvent de repoussoir, c'est-à-dire qu'on commence un article sur Tartampion, mais on dit Marx aurait dit que et que, mais Tartampion dit que, et on fait l'article sur Tartampion, mais il a servi comme ça de repoussoir pour en quelque sorte exhiber les qualités de celui qui vient après. Bon, en allemand, il y a une catégorie, c'est un toter Hund, c'est-à-dire un chien crevé. Hein. Et donc, il y a un désir vraiment très, très fort. Mais finalement, tous ces énoncés où on trouve le nom de Marx sont autant de symptômes de ce désir qu'il soit un chien crevé. Mais aussi longtemps que le système socio-économique dans lequel nous vivons existera, le chien crevé sera vivant. Hein, c'est-à-dire qu'il sera là pour dire c'est quoi l'échange entre un capitaliste et un salarié quand il signe son contrat. C'est quoi l'échange? Est-ce que c'est un échange égal en termes de contrat? Et la démonstration que ça n'est pas un échange égal, elle est faite là, et elle a quelque chose d'irréfutable. Et tellement irréfutable qu'un certain nombre d'ailleurs d'acteurs de l'exploitation, disons de capitalistes, pour reprendre ce terme, d'ailleurs tout le monde parle de capitalisme aujourd'hui, et de capitaliste, c'est Marx qui a créé le terme. C'est cette tradition-là qui a créé le terme. Il n'existait pas avant. Pas du tout. Cet isme, c'est-à-dire que ce soit autre chose qu'un fait, mais un système. Et un système avec une expansion, une irradiation de la vie sociale, de la vie culturelle, de la vie intellectuelle. C'est lui qui a créé ça. Et il fait partie des choses qui sont sous le tapis, mais sur lesquelles on marche tous les jours. Ce mot, tout simple mot, capitaliste, capitalisme. Hein, voilà. Et donc, qu'il s'agisse de ça, qu'il s'agisse d'examiner de voir à quel point des gens, des représentants du patronat se battent quand il est question des contrats de travail et donc de la loi depuis quelque temps qui encadre les contrats de travail et les conditions dans lesquelles on engage les travailleurs et leurs droits, etc. Quand on voit avec quelle obstination
féroce de croqueurs, de biens. Ces gens, le fils machin, là, comment il s'appelait, le gars qui est au MEDEF actuellement, Gattaz, le fils de Gattaz, hein. Ils se reproduisent aussi dans les familles. Le fils Gattaz se bat sur les détails, sur les fameuses minutes de la journée de travail. Parce que 1 million de journées de travail pompées comme ça, etc., ça fait le tiroir caisse enregistre, ça veut dire ça s'exprime, hein, dans la richesse produite et annexée. Donc, voilà. On peut peut-être parler du détail, hein, des raisons pour lesquelles on a fait tel ou tel choix de modifier les choses dans un certain sens, mais c'est encore une fois dans l'esprit de considérer que ce livre de cuisine et de médecine sociale et économique a toujours sa puissance d'agir. Sa puissance d'agir, et donc, comme dirait Spinoza, cette puissance de contribution à notre joie, hein, d'une certaine manière, pour parler comme un autre qui vient de faire un livre sur Spinoza, assez bizarre à mon sens. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que dans les révisions donc, que j'ai proposées, qui ont été acceptées par les éditions, j'ai essayé de m'installer dans l'état d'esprit de Marx écrivant ce livre. L'une des grandes catégories philosophiques de l'intervention de Marx dans le discours économique, c'est qu'il a introduit la notion de travail abstrait. Alors c'est difficile à comprendre, hein. C'est-à-dire qu'il a introduit une vision sur le travail qui venait de la philosophie, qu'il a pu penser grâce à la philosophie, et du coup faire fonctionner ailleurs, réarticuler sur la réalité. Et donc l'ouvrage lui-même est un ouvrage extrêmement abstrait. Et le problème de la traduction, c'est qu'en général, les concepts de la lexicologie théorique ne sont pas en correspondance immédiate. Donc, pour prendre un exemple, en anglais on dit work, to work, etc. En allemand on dit arbeiten, Arbeit, der Arbeiter, etc. Donc il y a une continuité, y compris sonore, et un fonctionnement comme ça continu de la fluidité sémantique dans les textes qui exposent, qui argumentent, qui essaient d'expliquer ce qui se passe dans le monde du travail, des travailleurs, du surtravail, de l'exploitation, etc. Et rien que le fait, dans le texte, d'introduire parfois la notion de travailleur et parfois la notion d'ouvrier, a introduit un élément qu'on dirait empirique dans la traduction qui, consciemment ou non pour le lecteur, introduit des références au monde ouvrier dans lequel il a vécu, qu'il peut connaître, dont il pense ceci ou cela, mais qui parasite la lecture précise de l'argumentaire abstrait de l'auteur. Et donc, de plus en plus, Marx s'est installé, et y compris en évacuant un certain nombre de choses de son propre discours, il s'est installé dans un registre extraordinairement cohérent qui faisait fonctionner les bases continues du texte, qu'il s'agisse de la valeur, de la valorisation, de la survaleur, etc., etc., du travail, du travail du travailleur, du surtravail, de la survaleur, enfin, un réseau de concepts qui aident, bien sûr, le lecteur dans sa lecture de ce texte ardu, où il faut penser des choses qui ne sont pas généralement pensées de la même manière. Et, par exemple, le concept de plus-value qui avait servi au jeune traducteur proudhonien Joseph Roy, qui traduisait dans des conditions inouïes
dans les années 70, avait été proscrit de la Commune, avec un éditeur exilé en Espagne, à Saint-Sébastien, etc., dans des conditions très très difficiles. Ça partait, il n'y avait pas la photocopie à l'époque, il n'y avait pas Internet évidemment, il n'y avait même pas le téléphone. Donc qui envoyait les textes par la poste en les faisant recopier par les femmes, évidemment, c'était comme ça. Et avec toujours la possibilité que ça soit perdu, voilà. Et donc ce texte, né dans des conditions matérielles difficiles, dans le processus de la traduction, a connu quelques avatars par lesquels il a bien fallu passer. Au début, Marx était très enthousiaste de ce jeune traducteur, et puis après, ils ont déchanté, ils ont dit « Ah oui, mais... » etc. Et voilà, j'ai toujours défendu l'idée que c'était un peu de ça que Marx était mort, c'est-à-dire de travailler toutes les dernières années de sa vie à ces traductions françaises du Capital, car le Capital a été traduit en français en 5 ou 6 ans. Et donc c'est sorti en fascicule, donc c'est jusqu'à la fin des années 70. On date l'édition de 72, mais en 72, il est sorti un fascicule. Et après, ça a été terminé beaucoup plus tard. Et donc il est apparu dans les traductions françaises, et sans doute aussi d'ailleurs à d'autres endroits dans les traductions anglaises, des diversions vers des réalités empiriques inscrites dans le lexique local, qui ont pu contribuer à parasiter un peu la lecture. Et donc, par exemple, pour prendre un autre exemple, Marx, qui avait une connaissance du français qui était loin d'être parfaite, a cru que peut-être influencé par l'anglais, parce qu'en anglais on dit process. D'ailleurs, Mélenchon dit process tout le temps aussi maintenant. Il dit plus processus, il dit process à l'anglaise. Je ne sais pas pourquoi, ça m'étonne, mais enfin c'est comme ça. Et donc il ne s'est pas méfié, il a recommandé à son traducteur de traduire ce terme qui revient tout le temps, de traduire process en allemand, qui en allemand a un sens absolument trivial et ordinaire de processus, c'est-à-dire ça décrit la façon dont on fait la cuisine ou autre chose, ou n'importe quoi. Bon, il lui a dit, il faudrait traduire ça, parce qu'il avait trouvé le mot dans le vocabulaire de la chimie, il a dit, il faut traduire ça par procès. Donc le procès de production, le procès de circulation, le procès, etc. Et donc c'est devenu une espèce de chibolette de la communauté marxologique, c'était plus beau que processus de production. Et pourtant, c'était bien le processus trivial de la production, la façon dont ça se passe, dont ça commence et dont ça se termine, qui était décrit par lui, mais comme ça, surdéterminé par un titre qui sanctifiait en quelque sorte les choses, leur donnait un aspect qui ne correspondait pas du tout à ce qui était dit. Et voilà, donc c'est un peu ce que constate ce marxologue que vous avez traduit, le Heinrich, qui lui fait le ménage justement dans les manuscrits de Marx, dans le travail, et qui dit que ce qui caractérise le travail de Marx, c'est qu'il a été de plus en plus systématique, quitte à perdre le contact apparemment avec l'empirie historique qui distingue un travailleur russe d'un travailleur français qui s'appelle ouvrier, d'un travailleur allemand qui s'appelle Handwerker, souvent, etc. etc. Et donc, l'heure était venue justement de faire ces mises au point et puis de les mettre en pratique. Justement, là-dessus, il y a un phénomène qui donne tout à fait raison à ce que vous dites, c'est le phénomène russe, où pour le coup, l'introduction du Capital qui est assez vieille en Russie, puisque c'est la première langue dans laquelle le Capital a été traduite, c'est le russe. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en 40 ans, s'est inventé une culture politique où les gens se sont mis à se reconnaître en termes d'identité sociale dans un vocable qui n'était pas le leur jusqu'à présent, qui est justement le vocable équivalent russe de ouvrier ou travailleur, que jusqu'à présent, les gens n'employaient pas du tout. Et ça s'est passé dans les bastions industriels, Pétersbourg, Moscou, etc. Mais ce à quoi on assiste en Russie, et c'est ce qui fait la force aussi du Capital, c'est que les gens se sont mis à se reconnaître dans un système, ils ont retrouvé leurs conditions de vie, etc. Ils se sont mis à nommer les choses, simplement leur environnement ambiant, par les mots qui étaient des mots en partie issus du Capital.
Et c'est assez fascinant lorsqu'on voit la prose russe de cette époque-là, et jusqu'en 17, dont on célèbre cette année le centenaire. Tous les gens se réclament de ce qu'on appellera nous des ouvriers, le mot russe c'est rabochi, et que vous soyez domestique, que vous soyez paysan, que vous soyez peu importe quoi, tout le monde est ouvrier. Et tout le monde est ouvrier parce qu'une culture politique a surgi du capital, entre autres, mais surtout quand même du capital, et a construit une identité politique qui s'est manifestée de manière éclatante lors de la Révolution. Et lors de la Révolution, vous avez vraiment une traduction de tous les phénomènes politiques, lors de la Révolution russe, une traduction de tous les phénomènes politiques où en gros, les gentils sont rabochi et les méchants sont bourgeois, bourgeouille, qui est également un mot issu en partie de la tradition marxiste. Et ça, il me semble que c'est ce qui donne sens potentiellement à une traduction aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le capital n'a de sens que lorsque on peut y reconnaître des situations qui sont des situations contemporaines, et lorsque ça participe comme ça de la construction d'identité sociale, de donner au monde social un sens qu'il n'a pas de manière immédiate, et pour lequel il faut la médiation, disons, de la théorie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une extension de la notion du travailleur à des catégories qui ne se reconnaissent absolument pas comme ouvrières. Et qui néanmoins sont très souvent dans des rapports sociaux qui sont les rapports sociaux du capital, c'est-à-dire qui sont salariés avec une attente, etc., y compris dans la circulation, pas uniquement dans la production. Et bon, là, on peut peut-être dire un mot quand même pour aborder la question justement de la prise de conscience, disons la relativisation, à la fois philologique mais aussi intellectuelle, épistémologique de ce qui se passe dans le capital. En tout cas, moi, c'est une idée qui m'a toujours occupé. Dès que j'ai mis mon nez dans ce texte, c'était le fait que Marx étant mort en 83, et en ayant passé beaucoup de temps à corriger les épreuves justement de la version française du Capital, n'avait pas fini le travail qu'il avait engagé, et que dans sa conception, il n'était pas uniquement question du processus de la production du capital, mais aussi du processus de circulation de la valeur des marchandises et du processus global qui inclut la vie des États, la vie sociale globale qui comprend la reproduction des couches sociales, etc. etc. Donc c'était un programme de connaissances historiques extrêmement ambitieux qui a été arrêté par la mort de l'auteur du projet, et qui du coup s'est figé dans la forme léguée par le théoricien mort. Et malgré les tentatives d'Engels et des autres de décrire la suite, il n'empêche que lui, qui avait dans sa tête bien faite l'ensemble du processus et le projet de le compléter, de le terminer, c'était un peu son obsession d'ailleurs, et c'était par le processus global qu'il avait commencé aussi d'ailleurs. Les forces sociales qui se sont appuyées sur cette analyse pour décrire leurs projets, leurs programmes, leur grand argumentaire politique, n'ont eu comme lecture relativement claire que le livre 1 du Capital consacré à la production. C'est-à-dire que toute l'hypothèse marxiste est restée enfermée dans l'usine, dans la fabrique, avec des exemples d'ailleurs qui sont ceux-là, c'est-à-dire les paysans anglais qui deviennent ouvriers du textile ou des mines ou d'autres choses, mais qui deviennent des ouvriers et dans le secteur de la production. Et donc cet ouvrage de Marx, le poids historique de cet ouvrage de Marx a pesé sur la référence théorique des mouvements sociaux, et avec un tropisme industriel et productiviste, et productif ou productiviste, qui avait des effets secondaires, dont l'idée qu'il suffisait de nationaliser les moyens de production pour réaliser une révolution sociale, alors que c'était une erreur,
Il suffisait certainement, il fallait le faire, mais ça suffisait certainement pas. Et c'était un peu le problème d'ailleurs du système soviétique. Et donc, il s'est créé là un univers de référence sur l'exploitation, sur l'usine, etc., qui a joué un rôle syndical très très fort dans le monde ouvrier français, mais qui, d'une certaine manière, a isolé, c'est une idée que j'ai toujours eue qui est peut-être fausse, hein, mais qui a contribué à isoler le mouvement ouvrier du reste des mouvements sociaux, en particulier de ce qui se passe. J'ai pensé à ça le jour où j'ai trouvé... Mon père était journaliste et était syndiqué à CGT. À l'époque, donc c'était en 1945, hein, à l'époque, il y avait les boulangers, il y avait les artisans, etc. À la CGT, il y a la Confédération Générale du Travail, des travailleurs. Il y avait des tas de gens qui ne se reconnaissaient pas comme ouvriers, qui faisaient autre chose et qui, néanmoins, étaient dans une communauté tenue par des intérêts, et intérêts déterminés par l'adversaire, en quelque sorte, du contrat, c'est-à-dire le patron, l'employeur. Et voilà. Et je pense que tout ce qui, dans l'écriture du livre 1 du Capital, conforte ce tropisme empirique du monde ouvrier anglais ou français, enfin de l'usine telle qu'elle fonctionne, avec les usines qu'elle a à l'époque de Marx, etc., qu'on ne reconnaîtrait pas. Hein. Il n'y a plus aucune usine en France où on rentre et où il y a des courroies partout parce qu'il faut transporter l'énergie de la machine à vapeur qui fait marcher les machines, ça n'existe plus. Cet univers empirique-là, on ne le reconnaît pas. Donc, d'une certaine manière, on accumule dans la traduction des signes de non-reconnaissance contre lesquels Marx a, d'une certaine manière, déjà pensé qu'il fallait lutter en s'en tenant au niveau de l'abstraction, du lexique abstrait tel que le pratiquent les physiciens, les biologistes, y compris en réactualisant le discours qui doit devenir le discours général pour qu'on ne se trompe pas quand on désigne une chose et que les corrélations soient bien vues rapidement, etc., dans le dialogue interscientifique. Voilà. Donc c'est l'esprit de ces retraductions qui, quelquefois, ont rencontré des obstacles parce que on évacuait un shibboleth de reconnaissance, un fanion, un drapeau, sous lequel certains avaient pu concevoir qu'il fallait réunir la communauté des travailleurs. Donc quand nous avons supprimé la plus-value, il y a eu une pluie d'articles pour dire il ne faut pas, d'intervention contre, etc., comme si on allait désespérer la classe ouvrière, comme dit je ne sais plus qui, en lui supprimant la plus-value et en la remplaçant par autre chose, alors que la notion de plus-value est une notion fiscale, comptable, qui précisément fait partie de l'arsenal lexical du patronat et des employeurs pour masquer l'exploitation, c'est-à-dire pour masquer l'origine réelle de l'enrichissement du capital, pour masquer les contours de la survaleur, du surproduit, etc. Et voilà, on est là dans les paradoxes, les paradoxes, parce que d'un autre côté, on ne peut pas non plus négliger le fait que une classe sociale, une couche sociale a besoin de repères visibles, de drapeaux, ça fait partie de l'histoire. En tout cas, le XXe siècle est un siècle où les mouvements sociaux ont eu besoin de ça. Aujourd'hui, c'est complètement passé. Il y a des tweets, il y a un univers numérique qui est devenu un moyen de communication, de rassemblement, etc. Moi, je ne sais pas où ça va, ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est en concurrence avec les modèles plus anciens par exemple, les tracts. Hein. Moi, j'ai passé ma jeunesse à imprimer des tracts sur des Gestetner et tout ça, des Ronéo, etc. Ce sont même des mots qui ne veulent plus rien dire pour les gens. Bon, mais il y a voilà, une réalité empirique qui
qui a disparu, qui a été remplacée par une autre. Mais justement, la description dans toute son abstraction, dans sa pureté d'abstraction, mais dans son efficace d'abstraction, persiste justement dans le dernier état qu'on avait du texte de Marx, qui aurait été peut-être encore plus loin après, je ne sais pas. Enfin, ça, ce sont des spéculations. Là-dessus, il y a aussi, outre effectivement cette montée en abstraction qui permet de subsumer des réalités beaucoup plus diverses que le simple tropisme sur l'usine, il y a également la question qui se pose de la suite du livre 1 du Capital, ce qu'on appelle, nous, les livres 2 et 3, mais qui en fait ont été écrits par Engels, et dans lesquels on a de toute autre manière de faire du capital, où les personnages du commerçant, du financier, etc. apparaissent, et où du coup, outre cette montée en abstraction, il y a aussi une multiplication d'exemples qui pour le coup sort un petit peu de l'usine. On a les artisans boulangers qui arrivent, on a la City, on a tout un tas de personnages qui sont effectivement relativement absents du livre 1, pour cette raison de généralité très très forte. Et c'est aussi dans ce cadre-là, nous, qu'on pense à la GEM, qu'il est important de rééditer assez rapidement, et on espère le faire pour 2018, les livres 2 et 3, ou en tout cas une version abrégée, disons, des livres 1 et 2 et 3, qui permettent de donner un petit peu, non pas une œuvre cohérente, globale, comme avait voulu le faire Engels et les soviétiques à sa suite, mais en tout cas une idée de ce que Marx considérait comme étant le processus du capital, parce que effectivement le capital, ça s'arrête pas là, quand on sort de l'usine, et il y a encore une fois tout un tas d'autres manières dont la puissance du capital, entendue en un sens très abstrait, pénètre les différentes sphères de la vie sociale et contribue à ce que, comme le dit Marx au début du Capital, l'activité des hommes, l'activité sociale, ce que produisent les hommes, ce dont ils sont responsables, se met à prendre des figures qui leur échappent, de prendre des figures qui fonctionnent de manière mécanique, la marchandise bien sûr, avec le fétichisme de la marchandise, mais également la monnaie, le fétichisme monétaire et surtout le fétichisme du capital qui n'est pas absolument pas effectivement circonscrit, disons, aux portes de l'usine. Oui, puis il y a la prise en compte aussi dont la perception est en quelque sorte facilitée par le niveau d'abstraction de l'évolution des formes du salariat, c'est-à-dire du paiement de la force de travail du travailleur qui est acheté et mis en œuvre dans le processus de travail, avec l'intervention. Et c'est là que les choses deviennent complexes, parce que quand on cherche des exemples dans son propre pays, on tombe sur un système dans lequel une partie de la rémunération passe par le système fiscal, par la redistribution, par les services sociaux, et avec des dissimulations qui se produisent là aussi quand le patronat dit qu'il paie des taxes qui sont en réalité du salaire différé. Donc je veux dire, pour bien comprendre ce qui se passe, il y a vraiment intérêt à ce que ça soit abstrait. C'est ça le paradoxe. C'est qu'on pense toujours dans les schémas de l'intellection qu'un bon exemple concret va aider à comprendre, et bien souvent c'est vrai, mais s'agissant de l'économie, s'agissant de cet univers-là dans lequel nous sommes plongés, c'est beaucoup moins universel comme vérité. Il y a aussi une vérité qui est de nature abstraite, et c'est justement dans ces livres ultérieurs où réapparaissent des travailleurs qui en apparence ne sont pas des ouvriers des fabriques, etc., mais qui sont des camionneurs. J'y pense souvent après les épisodes qu'on a connus au Chili en 1973, au moment du renversement du gouvernement Allende, etc., les fameuses grèves des camionneurs, etc., toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui entre la CGT, la CFDT sur les camionneurs, etc., tout ça sont des choses que, selon moi, on comprend beaucoup mieux, j'allais dire qu'on estime, qu'on apprécie même esthétiquement beaucoup mieux si on dispose des vecteurs abstraits qui permettent justement d'aller du type qui a fabriqué le produit qu'il y a dans le camion
à ce camionneur et ensuite à l'acheteur, et etc. Et à cet acheteur qui est vraisemblablement lui-même un salarié et qui, enfin, c'est toute cette fluidité qui explique les choses et qui en même temps est masquée par les différences individuelles et qui s'exprime d'ailleurs dans des idéologies contradictoires, hein, en disant oui, voilà, ils font grève, j'ai rien à voir avec eux, voilà, donc on les entend à chaque grève dans le RER à Paris, ou dans ils nous empêchent de travailler, et en même temps, les gens qui se plaignent comme ça sont un poil en dessous du SMIC et vont en prendre plein la figure. Mais il a fallu exprimer. Donc il y a des retentissements idéologiques de ces différences qui sont des freins considérables à l'obtention d'un poids politique massif. Et qui sont en quelque sorte confortés par les habitudes, justement par l'empirie. Hein. Et c'est le grand problème, justement, aristotélicien, sortir de l'empirie sans quitter le réel. Hein. Sortir de l'empirie sans quitter le réel. Et Marx, de ce point de vue, il s'inscrit tout à fait dans cette tradition-là. Et donc, pour ses lecteurs, plus c'est abstrait. Et malheureusement, les résumés qu'on a fait du Capital, à un moment, étaient trop résumés pour rendre ce service-là. Parce qu'évidemment, les résumés sont souvent plus abstraits, ils ne s'embarrassent pas des exemples, mais du coup, ça va trop vite, quoi. L'abstraction a besoin d'un temps de vie. Elle a besoin de flirter avec le réel qu'il y a derrière elle, assez longuement pour que la confiance dans l'abstraction existe. Voilà. Et du coup, là, juste sur ce rapport, effectivement, il y a un autre exemple dans lequel tout ça est très probant, c'est les manuels d'économie contemporain et ce qu'on appelle aujourd'hui la science économique contemporaine, où ce rapport à l'abstraction est complètement est très étrange, dans la mesure où si vous ouvrez un livre un manuel d'économie contemporain, vous avez quoi ? Vous avez des individus qui passent des contrats entre eux. Et donc là, pour le coup, toute la totalité, toute l'abstraction est perdue de vue parce que, effectivement, tout phénomène économique peut être décrit comme, vous avez deux individus qui sont manifestement d'accord, puisque sinon ils ne contracteraient pas, et à partir de là, on reconstruit la totalité de l'économie, donc quelque chose de très très abstrait, à partir d'un phénomène qui est un phénomène très concret, qui est un bon exemple, et vous n'avez pas du tout toutes ces médiations qui permettent de situer un petit peu les différents contrats, les différents échanges dans la complexité du monde capitaliste, et de la structure sociale qu'il apporte. Et donc ça, effectivement, je pense que c'est aussi une des grandes forces du capital, c'est de reconstruire de manière un peu patiente, alors oui, effectivement, ça prend du temps et c'est parfois un peu compliqué, la totalité du monde social à partir d'une relation fondamentale qu'est la relation marchande, mais sans considérer qu'on a un rapport très simple entre des relations marchandes multiples aux quatre coins du monde économique, et tout simplement une théorie qui viendrait chapeauter absolument tout ça en disant la vérité de ce qu'est la relation marchande en tant que purement abstraite, en tant qu'elle met aux prises deux individus qui contractent l'un avec l'autre, ce que fait la science économique contemporaine. Et donc effectivement cette reconstruction abstraite qui permet de différencier socialement les différentes identités, qui permet de réinscrire tout ça dans un processus plus large, c'est ce qui donne aussi sens à la réédition du Capital, puisque en fait des œuvres de cette nature-là, il y en a, c'est pareil, il y en a pas des masses, quoi, et ça permet de battre en brèche la représentation qui est vraiment très courante d'une économie conçue comme une simple somme de contrats, ce qui donne sens ensuite à des projets politiques tels que les ordonnances qu'on a aujourd'hui, etc., où on voit pas pourquoi, à partir du moment où une économie c'est des personnes qui consentent librement à passer des contrats, pourquoi est-ce qu'on irait les empêcher après tout de passer de tels contrats ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un droit du travail ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un SMIC, etc. Si effectivement les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent et que l'économie se réduit à des interactions entre sujets libres, laissons tout faire. Et ça, encore une fois, il me semble que là-dessus, Marx a le mérite de battre en brèche de manière très radicale ce paradigme-là pour penser les phénomènes sociaux et les phénomènes économiques. Non, je voulais venir sur justement
comment dire, le statut de la science économique, et la question du statut de la science économique, parce que je pensais à une remarque de Marx dans une des postfaces ou d'une préface, où il parle de ce caractère tout à fait spécifique de l'économie politique, quelque chose qui lui est propre, en tout cas dans sa contemporanéité, c'est encore la nôtre, peut-être, c'est que les questions comment dire, théoriques se transforment vite en descente de police. Alors c'est peut-être un peu exagéré, descente de police, mais il y a une police, on sait bien qu'il y a une sorte de police de la pensée courante qui est très dominante au niveau des médias, autour de la représentation du fait économique, que tu as évoqué, mais aussi la représentation des solutions économiques, puisque l'économie se présente à la fois comme une science, comme une technique, etc. En quoi, alors je reviens à Marx, bon, c'est un débat un peu peut-être trop général, cette question de comment ça se fait qu'on a une société dans laquelle il y a un aspect essentiel du champ de l'activité qui est complètement masqué par une idéologie ou bon, c'est une question trop générale, mais en quoi justement l'intervention de Marx là-dedans vient un peu, et particulièrement de Marx, vient un peu déranger un peu le ronronnement général. Alors à son époque, c'était l'économie vulgaire et l'économie classique, c'était quand même pas le même statut. Aujourd'hui, on pourrait penser à l'économie dite, enfin, les néolibéraux et tout ce qui s'ensuit, mais aussi peut-être aux keynésiens. Alors pour ce qui est du capital, et là c'est une question qui est antilogique, qui a été soulignée par Engels, hein, la révolution théorique qui est introduite par Marx, par le fait de poser le concept de force de travail, hein, comme point essentiel dans la structure du procès capitaliste. Et c'était une remarque que vous faisiez tout à l'heure en off, hein, dans le film de Raoul Peck, on voit Marx qui parle de l'exploitation de la force de travail. Or, c'est un concept qui a été acquis théoriquement, scientifiquement de haute lutte dans les années 50-60 par Marx. Qu'est-ce que ça vient changer? Parce qu'Engels va très loin là-dedans. Il dit Marx, c'est le Lavoisier de l'économie. Il n'a pas inventé l'air déphlogistisé, il n'a pas inventé l'oxygène, mais il a inventé la manière de le comprendre. Et cette manière de comprendre ce processus a bouleversé structurellement l'ensemble des acquis de la chimie pré-lavoisienne. Ben oui, il n'y a qu'à voir la guerre actuellement dans l'univers scolaire pour reprendre le contrôle de l'enseignement, de l'économie, même dans les programmes de philosophie, il y a eu un moment, il y avait avant le travail dans les programmes de philosophie, et le travail et puis il y a eu Freud aussi, enfin, il y a eu comme ça toute une série de coupes proposées par les ministères de l'Éducation nationale pour débarrasser le programme et l'étude des jeunes de la connaissance des empêcheurs de tourner en rond, enfin de penser en rond, et donc il y a une vraie offensive, et d'ailleurs le MEDEF intervient régulièrement sur l'enseignement de la sociologie, de l'économie, etc., à la fois dans le second degré et dans les universités, pour déplorer, même pour agresser ce type d'ouverture sur la contradiction que ça représente. Et il faut bien voir que la critique de l'économie politique, de l'économie, de la science économique, c'est pas Marx qui l'invente. Elle est faite au niveau philosophique, elle est faite par Hegel dans les cours sur la philosophie du droit, dans une remarque qui n'a pas toujours été d'ailleurs ajoutée au texte, une remarque orale, mais qui maintenant est éditée dans les leçons sur la philosophie du droit, qui est un texte politique écrit dans des circonstances très, très, très dures, très conflictuelles avec le pouvoir, donc un texte très prudent de Hegel. Il a été édité sous cette forme-là, mais on a maintenant les versions des cours, et Hegel explique de manière très... Chez Hegel, il y a un concept qu'on appelle la chose même. La chose même, c'est le grand foutoir de la vie sociale et économique, en gros. Et
la raison s'empare de ce domaine, et chez Hegel, il y a un procès qui est fait, il y a une critique qui est faite de ce que les économistes racontent sur la vie sociale et économique, en disant qu'ils ne font que projeter des apparences de rationalité sur cet univers dans lequel il se passe autre chose. Et finalement, ce qui se passe, Hegel ne le dit pas à ce moment-là, mais entre autres choses, il y a la lutte du maître et de l'esclave. Et donc il y a le conflit, et il y a toute une dialectique que les économistes de son temps, c'est-à-dire les physiocrates, et puis Adam Smith, et puis quelques autres, y compris Ricardo, d'ailleurs, dans les dernières versions de Hegel, jettent les lumières de l'entendement, dit Hegel, qui n'est pas la raison, qui n'est que l'entendement, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est très proche du calcul, sur cet univers-là, et donne l'impression qu'on comprend tout, alors qu'en fait, on ne comprend rien. Et donc, il y a dans ce texte de Hegel déjà une critique assez radicale de ce que peuvent faire les économistes. C'est lequel? Parce que vous dites, les leçons sur la philosophie du droit. Mais il y a peut-être Eh ben, c'est dans l'édition qui publie les... D'ailleurs, je l'ai édité dans la collection d'Althusser en 1973, ce texte, justement, en expliquant la chose. C'est traduit en français maintenant. C'est traduit en français maintenant au PUF. Voilà. Les principes de la philosophie du droit. Voilà, il a ajouté... non, mais je veux dire, dans les principes, c'était pour s'orienter un petit peu dans... Parce que les principes de la philosophie du droit, c'est pareil. Si j'ose dire, c'est très difficile d'accès. C'est pour ça que je posais... ça non, paraît mais là, très, bon, très difficile dans les principes de la philosophie du droit de Hegel, il y a une partie qui est consacrée à la société, c'est la fin. C'est ce qu'il appelle la vie éthique, la Sittlichkeit, c'est-à-dire l'univers dans lequel se déploient les mœurs et coutumes, et la façon dont les gens vivent, en fait. Mais c'est là aussi qu'on trouve la justice, la police, l'appareil, l'État, etc., etc. Donc c'est quelque chose de très global. Et dans une des remarques qu'il fait à propos de ce que racontent les économistes, qui à l'époque, ce n'était pas une science... La science économique, bon, certes, elle commence avec Aristote, mais dans le monde moderne, elle commence avec le mercantilisme assez tard, finalement. À l'orée du monde moderne, avec des tentatives d'explication de ce qui se passe dans la société. Alors les physiocrates pensent que tout ça est dépendant de la nature et de ce qu'on mange, etc., etc. Et les autres examinent les circuits, les rapports sociaux, Smith, Ricardo, etc. Bon, bref, il a fait ce procès. Et Marx, ça s'installe d'une certaine manière dans cette école-là, en disant, à sa manière, il ne le dit pas comme ça, mais... les lumières que jettent les économistes, il est convaincu que les économistes éclairent par leurs calculs, voilà. Il est convaincu qu'il y a une vertu à ça qu'on peut utiliser, mais qu'on ne peut pas s'en tenir à ça. Et donc, lui, ce qu'il propose, c'est précisément ce qu'on peut appeler une espèce de science du conflit, qui est une pensée de la dialectique, de la contradiction, et qu'il amène à penser cet univers euphorique de l'échange marchand de la force de travail contre un salaire comme quelque chose en fait de profondément cruel, et où il va y avoir d'une certaine manière une figure moderne de l'esclavage, de l'exploitation, de la soumission, de l'aliénation, enfin bon. Et donc ce qu'il reproche aux économistes, c'est de faire une présentation de la vie sociale et économique qui, en fait, va dans le sens des intérêts des exploiteurs et pas dans le sens des intérêts des exploités. C'est pour ça qu'il avait le projet d'écrire ce qu'on a traduit à un moment par théorie sur la plus-value, théorie sur la survaleur, c'est-à-dire examiner de très près, de manière très critique, ces discours qui donnent à penser qu'on a vraiment compris ce qui se passe, alors qu'en fait c'est une apparence. C'est une apparence de rationalité. C'est, par exemple, aujourd'hui, les modèles mathématiques. Les modèles mathématiques auxquels ceux qui n'ont pas fait de maths ne comprennent rien, évidemment. C'est pour ça que Marx a introduit dans son livre plein de deltas, de mathématiques infinitésimales et de fonctions, etc., parce que c'était le discours mathématique de l'époque. Enfin, il était en train de s'effondrer. Hein, c'est-à-dire que Marx était complètement dans les maths du XVIIIe siècle et pas du tout dans celles du XIXe siècle. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais
il savait que pour convaincre, il fallait aussi qu'il parle ce langage. C'est pour ça qu'il y a cette lettre delta qui apparaît tout le temps pour dire ceci, fonction de cela, etc. Et en même temps, tout en respectant cette apparence de rationalité, il montre ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est l'intervention qu'on peut appeler politique. C'est pour ça que c'est aussi un ouvrage d'économie politique, mais au sens où la politique est essentiellement critique. Et donc, aujourd'hui encore, dans la grande bataille qui se livre, la grande bataille idéologique qui se livre dans tous les pays, et notamment au niveau européen, à propos de l'enseignement, actuellement, il faut mettre l'enseignement de l'économie en France, il faut le mettre au pas, parce qu'il ne correspond absolument pas à l'économie qu'on enseigne en Hollande, par exemple. Or, les directives sur l'enseignement, sur les programmes, etc., sont anticipées, bien sûr, au niveau harmonisateur, mais harmonisateur dans un sens unique, qui veut, de la même façon qu'en Turquie, pour être tranquille, on évacue l'histoire et l'historicité de l'espèce humaine et des espèces animales en général, et bien de la même façon, et donc c'est-à-dire qu'on crée une instance critique qui dit ce qui existe là n'a pas toujours existé, c'est le résultat d'un processus de contradiction, d'accident, de ceci, de cela. Lisez l'histoire lisez l'histoire en géologie, allez fouiller dans les falaises avec un couteau, etc. Et pensez ça en relation avec ce que vous voyez aujourd'hui. Bon. Et donc, il faut éliminer, il y a une pression très forte, il faut éliminer de la philosophie ce qui est pensée analytique, etc., c'est-à-dire historicisation des comportements, des maladies, des procédures mentales, etc., historicisation de la vie affective, ça, il faut l'éliminer. Tout ce qui est historicisant est considéré comme subversif, et donc, il faut l'éliminer. Alors, en France, évidemment, on a du mal à éliminer Darwin, hein, parce qu'il y a toute une école de paléontologues et d'archéologues, etc., et de géologues, etc., qui ont tellement insisté, tellement porté le progrès de cette science-là que c'est difficile de les éliminer, mais la pression va dans les secteurs où c'est plus facile, et c'est toujours ça. Pourquoi? Parce que l'idée de changer les choses, elle passe toujours par la prise de conscience de l'histoire qui s'est produite. C'est le schéma de la cure dans la névrose, c'est le schéma il faut toujours passer par l'histoire. Et l'histoire est un moment de la réflexion où on se dit « Eh, oh, t'as pas toujours été là, t'as pas toujours possédé les usines ici. Et toi, d'où ça te vient cette richesse et cette différence et ce patrimoine? Qu'est-ce que t'as fait pour l'avoir ?» Toutes ces questions. Tant qu'on est à la surface et que les gens sont là avec leurs richesses propres et qu'on ne se pose pas de questions, on considère ça comme la nature. On considère ça comme la nature. Et en fait, non. Dès qu'on introduit l'historicité, c'est pour ça que dans le Capital, il y a un énorme chapitre sur l'histoire de la création du prolétariat anglais, avec des lois pilotées par les forces au pouvoir en Angleterre pour contraindre la paysannerie à se dissoudre dans le salariat, avec des problèmes que l'Angleterre va bientôt payer d'ailleurs, mais bon, y compris sur le plan de l'agriculture et tout. Mais voilà, c'est du côté de l'histoire qui a à la fois la compréhension de la situation présente et éventuellement la perspective de changer. C'était tout le problème de la philosophie du droit de Hegel. Il y a eu une transformation du texte dans l'édition. Dans la préface de Hegel à la philosophie du droit en 1820, quand il voulait faire plaisir au gouvernement, il a dit cette chose bien connue: tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel. Ça veut dire contentez-vous de ce qu'il y a, il n'y a rien à voir, etc. Dans ses cours, il ne disait pas
tout ce qui est réel est rationnel. Il disait tout ce qui est réel devient rationnel et tout ce qui est rationnel devient réel. Introduisant ce mot devient, il rendait possible le programme politique. C'est-à-dire, dans ce devenir, nous voulons que ça devienne cela, que ça ne soit plus ce que c'était, etc. C'est d'ailleurs un problème que de voir dans les différentes langues comment on traduit devient, à quoi sert le verbe devenir. Mais il se trouve qu'en allemand, c'est un auxiliaire qui sert à fabriquer le futur, en plus. C'est werden. Hein. Et donc, c'était presque immédiatement politique, alors que quand on traduit en espagnol, le verbe devenir, c'est plus difficile, parce qu'il faut composer avec le verbe être, un truc, deux morceaux. Voilà, il y a toujours un enjeu là. Et, encore une fois, la pression des forces dominantes. Hic et nunc, aujourd'hui, hein, aujourd'hui, quand on regarde les programmes et la façon dont les pressions s'exercent pour les changer, c'est toujours dans la direction de la suppression du devenir et de l'exhibition de l'essence. Et c'est toujours dans ce sens-là que ça va. Alors en Turquie, ça concerne aussi encore, bien qu'ils aient de bons médecins et ils en ont emprisonné un certain nombre, ça concerne encore la vie, la biologie. Et dans certains États américains, Darwin aussi n'est pas invité à l'enseignement, à la formation. Et dans la question de l'islam, la question, ma femme était prof de philo en banlieue parisienne et elle a eu bien souvent à engager la discussion avec des élèves qui se réclamaient de religions différentes dans lesquelles le Darwin est plus ou moins proscrit, ou en tout cas pas en odeur de sainteté. Et voilà, ce qui était en jeu, c'est la prise en compte du processus, hein, de la processualité de la vie, de l'existence. Rien n'est figé. Là, on a commencé à 7 heures et il est 9 heures. On n'est plus dans le même état, etc. Tout est processuel. Hein. Toutes les identités sont provisoires. Voilà. Mais il y a un tel secours apporté par cette idéologie de l'essence et des identités essentielles au maintien de l'état du rapport de force existant que ça continue. Et je ne serais pas étonné que dans certains programmes politiques, y compris français, il y ait des pressions pour qu'on évacue et Freud et Darwin. Considérant que pour Marx c'est terminé, mais que voilà, c'est quand même les trois objets scientifiques gênants, le peine à jouir quand même, comme disait Lacan, les trois objets difficiles à avaler et qui est insistant, tellement proche de l'expérience finalement, dès lors qu'on prend le temps d'y penser, que ils sont susceptibles d'être entendus. Voilà, avec tous les inconvénients, que les petites erreurs qui ont pu être faites, plus ou moins grandes, peuvent contenir comme obstacle à la compréhension. Voilà. C'est pour ça que quand on est traducteur, bon, moi j'ai retraduit Hegel, je pense que j'ai retraduit Freud, idem, Marx, idem, en me disant ça vaut la peine d'aider les lecteurs à avancer plus facilement, plus vraiment dans la lecture de ces textes importants. Et quand on traduit la poésie, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est quand même la même éthique de travail qu'il doit y avoir derrière, c'est-à-dire être aux côtés du lecteur, quoi. Être dans un contrat de travail avec le lecteur. Si tu attends ça de moi, ben voilà, je vais le faire. Et voilà. Et ça commence tôt. C'est pour ça qu'il est absolument pervers que l'enseignement de la traduction ait été évacué du secondaire. La langue en général. En général, très souvent. Et moi, je plaide vraiment pour qu'on le réintroduise comme expérience de la résistance des langues, de ce que c'est que le langage, comme pratique du langage, comme
Bon, voilà, avec une efficacité pédagogique du même ordre que celle qu'a le théâtre, qui a une efficacité magnifique dans l'enseignement, qui sauve des générations entières d'enfants dans les banlieues, etc. souvent. Bon, la traduction, c'est un petit peu quelque chose du même genre, quoi. Quelque chose qui surprend, qui en même temps... La salle. La salle. L-A-2-S-A-2-L-E, dit Itzik par Marx, c'est-à-dire le juif La Salle, qui s'appelait pas du tout La Salle, mais bon. Alors oui, si vous avez des questions... Oui, moi une question rapide, juste une précision. Je suis ici. J'ai bien compris le travail que vous avez essayé d'engager, mais je voulais comprendre si c'était uniquement des problèmes lexicologiques ou philologiques ou de traduction du texte, des textes de Marx. Est-ce qu'il n'y avait pas eu à côté de ça des avatars politiques? Entre guillemets, c'est un euphémisme. C'est-à-dire des plagiats ou des contresens, mais des choses recherchées par certains pour peut-être le détourner. Alors, ce que vous dites, c'est arrivé dans certains cas. Puis en plus, dans la tradition théologique, on a connu ça aussi, qui est des opérations de ce type sur des textes importants, des textes qui concernent la société, etc. Dans le cas du Capital, bon, je prendrais volontiers la défense du premier traducteur, même pour les erreurs qu'il a pu commettre, compte tenu de toute une série de facteurs. C'est plutôt au niveau de l'utilisation, disons, de ce qu'on pourrait appeler l'aura sémantique des notions qu'on trouve là, qui ensuite ont pu être effectivement sanctuarisées d'une manière qui pose un problème. Je pense par exemple à la notion de force productive, qui est devenue un concept politique programmatique, c'est-à-dire on va récupérer les forces productives, la société va devenir propriétaire des forces productives. Bon, c'est une des figures du socialisme, et ça cimente un programme, peut-être sans toutes les hypothèses qu'il faut faire à ce moment-là, c'est-à-dire que, en particulier, l'hypothèse de le surgissement d'une nouvelle classe, qui d'une certaine manière s'accroche à cette propriété sociale et en tout cas en détient l'usage. Donc ça c'est possible. Mais dans le cas de Freud, je pense pas. C'est plutôt a posteriori que ça vient. Ces détournements dont vous parlez, dans l'usage, on installe une notion en s'appuyant sur l'autorité du fondateur, mais en la détournant un peu de ce que lui voulait dire pour des intérêts de la communauté concernée, c'est-à-dire les gens qui s'en servent de manière soit commerciale, soit autre, politique. Et dans le Capital, peut-être que dans l'univers, mais là je ne suis pas suffisamment savant pour le dire, mais peut-être que dans des univers fortement appuyés sur la doxa marxiste, il y a eu des usages. Par exemple, il y en a un qui me vient à l'esprit. C'est la dictature du prolétariat. Alors, la dictature du prolétariat a été le shibboleth de toute une série de révolutionnaires, des maoïstes en 68 et 70, etc., de toute une série de gens. Et elle a servi comme un concept qui avait autant de valeur qu'un concept de la médecine, à légitimer une forme d'organisation sociale, une hiérarchisation du pouvoir et des crimes. Et de fait, donc vous avez tout à fait raison finalement d'attirer l'attention là-dessus, dans un discours théorique comme celui-là, mais on a pu trouver des aliments pour ce genre de pratique. Or, il y a même eu pire que ça, puisqu'il y a un moment où Engels dit la terreur du prolétariat, par référence à la terreur de la Révolution française, dans l'histoire de la Révolution française. Mais
J'ai toujours pensé, d'ailleurs quand Étienne Balibar a écrit le livre sur la dictature du prolétariat, j'étais vraiment effrayé de le voir s'engager dans cette écriture, parce qu'à un moment X de l'histoire du communisme français, parce que je pensais que de toute façon, ça ne serait pas compris, et puis que justement, ça pouvait faire système avec une représentation qui n'était pas seulement une représentation erronée, mais qui était fonctionnelle dans certains cas, hein, pour expliquer le comportement. Alors, c'est toute l'histoire du stalinisme a été largement construite là-dessus, et en même temps, par exemple, je venais de parler des forces productives, donc l'appropriation sociale des forces productives et la dictature du prolétariat sont mises en réseau. Il n'est jamais question de la dictature du prolétariat dans les textes économiques de Marx. Hein. Jamais. C'est un concept qui arrive une fois, comme ça, dans l'œuvre, presque comme un propos métaphorique, hein, une allusion historique. Voilà, l'histoire romaine. C'est aussi surtout ça. Et puis il y a dictature, même chez Hölderlin, il est question de dictature à propos de Bonaparte. Ça a un autre sens. Bon, enfin bref, il y a toute une série de raisons pour être méfiant à l'égard de ce terme, mais il n'empêche qu'il a été instrumentalisé dans ce sens-là et est entré dans le système de connexion avec la légitimation de l'appropriation des moyens de production, donc appropriation de la terre, de la rente des mines, de tout ça, etc. Et finalement, à terme, l'appropriation aussi de la richesse créée par le travail. Donc voilà, vous avez raison. Mais sur des concepts qui ont été, intégrés de manière fallacieuse, en tout cas au discours économique, à l'économie critique de Marx, à la critique de l'économie. Voilà ce que je peux vous dire en écho à ce que vous évoquez. Oui. Moi, j'ai une remarque à faire et une question à vous poser. La remarque, en fait, ce que vous avez extrêmement bien décrit, le souci de Marx d'arracher à l'empirie une construction théorique cohérente, on va dire, mais que le même Marx, en même temps qu'il produisait cet effort, était pris, lui, comme personne réelle, vivante, dans cette empirie. Ce que montre, par exemple, le film de Raoul Peck sur le jeune Marx. On voit très bien comment Marx veut approfondir sa théorie, et en même temps veut construire le parti révolutionnaire de la classe ouvrière, et en même temps est confronté à la misère, etc. Bon. Moi, donc ça, c'est des difficultés réelles, ça. C'est des difficultés... bon, je ne reviens pas sur tout le background historique de comment... je pense que vous avez été très clair sur cette idée que finalement, à la fois la politique et puis on va dire le fait que la théorie se soit figée dans le livre 1, dans l'usine. Hein, je reprends vos mots qui sont forts. J'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite. Au plus fort du nombre d'ouvriers en France, la classe ouvrière d'usine, c'était 30% de la population. D'où... en fait, l'idée qu'il y a bien d'autres personnages que les ouvriers d'usine pour œuvrer à une politique d'émancipation. Mais bon, la question c'est, vous avez, à mon avis à juste titre, posé la question de l'historicisation en disant que rien n'était stable, mais la langue non plus ne l'est pas. La langue aussi est prise dans le mouvement de la société, et le traducteur que vous êtes est confronté
à cette évolution de la langue. Et vous avez dit, alors vous êtes pris entre le lest un peu plombant d'une histoire et de traduction approximative indexée sur un désir politique et sur des contraintes politiques. Et en même temps, vous êtes pris devant cette langue qui a avancé depuis, qui a bougé. Et comment vous faites avec, entre ce passé et ce mouvement? Alors, je vais vous répondre par une espèce de thèse qui surprend parfois les historiens, mais finalement, quand je vais l'exposer, ils finissent par dire oui, effectivement. C'est la notion de génération de parole. C'est-à-dire que là, je suis plongé dans Kafka depuis plusieurs années et je m'interroge, je me dis, mais voilà, est-ce qu'on parle la même langue, etc. Mais il est né 2 ans après mon grand-père, Kafka. Et donc mon grand-père, j'ai parlé avec lui, je le connais, etc. J'ai parlé la même langue que lui. Il y a un certain nombre de mots qu'il utilisait peut-être, mais enfin, en gros, c'est la même syntaxe, le même lexique, etc. etc. Et bien sûr, l'univers extérieur change et donc on va passer de aéroplane à avion peut-être, ou d'automobile à auto, ou des choses comme ça. Dans l'univers technique, il y a des évolutions dans la désignation des choses, mais en gros, nous sommes dans la même génération de parole. J'appelle la génération de parole le temps qu'une parole soit entendue et reproduite. C'est-à-dire moi, avec mon plus jeune petit-fils, qui a 8 ans, je lui parle, je suis encore celui qui a entendu lui-même son grand-père, etc. Donc la génération de parole est quelque chose qui dure un certain nombre d'années, beaucoup plus qu'une vie humaine. Et donc nous sommes, c'est ce que je disais toujours aux historiens quand j'allais leur expliquer ça à l'école normale, je disais, nous sommes à 2 générations de parole de la Révolution française, pas plus. Et il suffisait d'ailleurs de lire les livres pour se rendre compte que la lisibilité de ce qui s'écrivait à l'époque, chez Diderot et tout ça, était considérable. Et que même, ça pouvait descendre jusque quand je lis la lettre de Pascal à Monsieur de Fermat, ou des choses comme ça, je suis tout à fait en harmonie linguistique avec lui, effectivement, et un certain nombre de traits, y compris orthographiques, qui ont changé. Et donc, je pense vraiment que nous sommes dans la génération de parole du traducteur français du Capital, du premier traduction, et que les phénomènes liés à l'évolution de la langue, qu'on peut observer quand l'empan est beaucoup plus grand, jouent moins. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le temps d'une vie est quand même le temps dans lequel on a la possibilité d'observer l'évolution de la langue sous l'effet précisément du contexte des théoriciens étrangers etc. Et donc, dans la langue française, un certain nombre de notions se sont installées comme des notions courantes, je pense par exemple à fantasme ou des choses comme ça, qui sont le produit du contact avec des théoriciens, etc., qui ont été tellement persuasifs que ça s'est généralisé et donc c'est entré dans la langue courante et il n'y a aucune raison de s'en priver, et d'ailleurs les gens ne s'en privent pas. Et donc, la langue évolue, et elle évolue largement dans le sens de l'oralité, d'ailleurs, actuellement. Et donc, l'oralité a introduit a autorisé des libertés dans l'agencement syntaxique, mais aussi dans la construction lexicale, qui font que, par rapport aux langues étrangères, on est davantage en phase avec la possibilité de traduire. Je donne toujours un exemple dans la poésie, puisque j'ai traduit beaucoup de Heine, de la poésie de Heinrich Heine, qui est mort en 1856, donc qui lui avait appris à parler à l'époque classique et romantique. Et je trouvais que les traductions françaises de l'époque, ou peu après, rabattaient
la langue moderne de Heine vers du Lamartine, du Musset, enfin des figures antérieures du discours poétique. Et j'avançais la thèse que c'est seulement quand Apollinaire était apparu dans le chant, avec sa langue, avec ce qu'il avait fait de la langue française, lui d'ailleurs, qui était d'ailleurs un métèque comme Heine, métèque avec des guillemets, quand Apollinaire est apparu, bon, entre-temps, il y avait eu quelques-uns, Laforgue, etc., qui avaient commencé déjà, qui avaient fait bouger le Charles Cros et tout ça, qui avaient fait bouger la langue. Même chose, le contact avec ces gens-là, qui quelquefois est un contact avec des auteurs étrangers, mais qui ont introduit des notions nouvelles, etc. Le contact... par exemple, exploitation en français. On n'a jamais parlé d'exploitation pour le travail avant qu'il y ait justement une pénétration de la culture marxiste. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus ou moins passé dans le discours commun, ce qui signifie que plus les choses avancent et plus les contacts existent et plus la langue évolue, plus nous disposons d'une langue française adéquate pour traduire avec précision. Parce qu'évidemment, on lit des traductions du XVIIe siècle, magnifiques, des traductions de Virgile, etc., mais elles sont quand même assez loin du texte, et puis il traduit du Virgile. Mais quand les traductions du XIXe siècle de l'allemand ou de l'anglais, c'est quand même toujours assez loin, hein, même quand c'est fait avec soin et talent par des gens comme ça, qui dominent bien la langue française. Mais pour traduire avec une espèce de souci philologique, de précision, d'adéquation, parce que la précision il y a un enjeu, l'effet produit par la circulation des idées et par le développement de la langue nous rend, je crois, le travail de traduction plus loisible. Hein. Je l'ai vérifié surtout chez Freud. Par exemple, chez Freud, il y a un concept qui est Entstellung, hein, qui est un concept de l'interprétation du rêve. Et le rêve, en allemand, Entstellen, ça veut dire défigurer, c'est-à-dire rendre moche. Hein. Mais ça veut dire aussi, bon, c'est apparenté à la notion de déplacement. Mais il a un autre mot pour déplacement, Freud. Donc, mais chez lui, ça fonctionne en réseau, comme chez Marx, d'ailleurs, le travail, la valeur, etc., ça fonctionne en réseau avec la figuration. La figuration Darstellung, c'est-à-dire la représentation figurée, comme au théâtre, hein, c'est un concept de la dramaturgie, Darstellung en allemand. Donc voilà, il y a une scène, qui est une scène qu'on va refouler, par exemple, et qu'on va modifier dans son cerveau, et qui, dans un rêve, par exemple, va revenir sous une forme défigurée, c'est-à-dire refigurée autrement. Hein, c'est-à-dire que, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, je peux aujourd'hui écrire défiguration, même si le mot n'est pas dans le dictionnaire. Le lexique français est quelque chose qui évolue, mais pas assez vite. Donc, l'académie, un jour, va peut-être prendre ma traduction et dire, ouais, après tout, et puis les étudiants qui auront entendu ça vont dire, et voilà, c'est ce qui arrive à Survaleur dans le sens, de produit de l'exploitation. Voilà, et donc il y a eu aussi une historicité du geste du traducteur, qui est, comment dire, déterminé par sa propre histoire, bien sûr, mais aussi par l'histoire de la langue, et qui n'est pas seulement une histoire propre à la langue, intrinsèque, mais qui est aussi une histoire extrinsèque à cause de facteurs extérieurs, tout le vocabulaire. En mathématiques, on a vu ça toujours se produire, et au bout d'un certain temps, un terme arrive dans une langue, il est repris, par exemple... Les variétés chez Riemann, hein, les variétés chez Riemann, c'est Mannigfaltigkeit. Hein. Et Mannigfaltigkeit, c'est aussi une pluralité, c'est pas uniquement une variété. Donc il y a une différence qualitative, etc., etc.
Et donc, mais ça s'installe dans le discours des mathématiciens, et puis finalement, ça devient suffisamment puissant pour que la notion de variété soit perçue aussi comme exprimant une certaine quantité. Et donc, le concept a évolué, et donc il est davantage, enfin, bon voilà, il est praticable pour ça, peut-être qu'on en prendra un autre. Et voilà, dès que les langues sont aux prises avec des pratiques, ça pousse. Le vocabulaire, par exemple, vous avez en anglais serendipity, qui n'existait pas en français. Je ne serais pas étonné que ce concept ayant été un peu comme ça manipulé par des journalistes, qu'un jour apparaisse en français la possibilité pour un traducteur de ne pas laisser le mot en anglais dans le texte, mais encore que l'anglais soit tellement envahissant que bientôt on pourra s'en servir comme ça directement, mais que ça devienne sérendipité comme ça par mimétisme. Et si vous regardez bien, si vous observez bien les choses, vous allez voir que ça se produit assez souvent. Hein, cette vie du lexique, il peut y avoir des régressions d'ailleurs, hein, ça c'est... Voilà, mais comme on fait le travail en général dans des laps de temps, souvent on traduit un auteur qui est quand même dans la même, j'allais pas dire classe d'âge, mais quand même dans la même génération de parole que nous, ce que j'appelle une génération de parole. C'est-à-dire, on est à 20 générations de parole de la République romaine. Quand on dit ça aux gens, ils disent « Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Eh bien oui. Et il s'en est passé en 20 fois. Hein. Il s'en est passé des mutations. Mais voilà. Donc, ouais, c'est... Ouais. Oui. C'est la dernière question, je pense. Comment on fait quand on veut lire Marx en France? En fait, c'est pas si difficile que ça. C'est vrai que c'est rarement en tête de gondole, mais ça peut se trouver. Le problème, en fait, il est double. C'est l'édition et c'est la traduction. En fait, il est clair que l'édition de la Pléiade, pour ne pas la nommer, a confié la traduction de Marx à une équipe qui a édité les manuscrits. C'est-à-dire recomposer Marx et ensuite traduit. Et du coup, je me demande si effectivement le problème n'est pas seulement d'interroger la qualité de la traduction, mais aussi de voir sur quelle édition en fait la traduction se fonde. C'est par exemple la traduction du Capital du livre 1, celle qui avait été faite par Messidor, qui a été reprise par les PUF, qui est indiscutablement la meilleure sur le marché. Il se trouve que vous l'avez encore améliorée. Très bien. Je ne doute pas qu'elle soit très bonne. Mais je me demande s'il n'aurait pas été plus intéressant, plus urgent, je ne sais pas moi, de traduire peut-être tous les cahiers préparatoires au Capital, dont il existe jusqu'ici 3 tomes, les 2 tomes des Grundrisse, il y a un 3e volume. Et pourquoi ne pas... Est-ce que c'est en chantier? Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'on va effectivement avoir ces cahiers de préparation du Capital plutôt qu'une amélioration, une traduction déjà bonne du livre 1? Et réponse brève, parce que nos camarades de la régie voudraient bien finir à l'heure syndicale. Une réponse rapide. Sur le chantier, je peux dire 2 mots. Si tu veux. Oui. Conclusion. Vas-y. Non, mais sur le chantier, en gros, les textes dont vous parlez représentent des milliers de pages qui sont pas toujours très sincèrement éclairants. Et donc, il n'y a pas de projet de traduction intégrale de tout cela. Le but du jeu, encore une fois, nous, le chantier sur lequel on travaille actuellement, c'est une espèce d'anthologie des livres 1, 2 et 3 du Capital, dans lesquels on ajouterait certains textes de ces cahiers d'extraits lorsqu'on considère qu'il y a un changement significatif qui permet de donner un éclairage sur la manière dont une notion de Marx a subi telle ou telle déformation au cours du temps. Mais les Allemands ont mis, 40 ans à éditer cela.
c'est très long et il n'est pas évident que ça ait un sens de le traduire en français. Je suis pas sûr, c'est discutable, hein, mais voilà, c'est des choses dont on ne sait pas très bien s'ils sont vraiment rédigés par Marx ou s'il s'agit de prise de notes. Enfin, on est dans un massif de textes qui est à la fois énorme et dont en plus le statut est extrêmement ambigu. Voilà pour la réponse. Merci d'être venu ce soir. Et la discussion, évidemment, peut se poursuivre à l'extérieur.